Cette semaine, dans Afrique, nous verrons que les habitants du township de Soweto sont cernés par des déchets miniers toxiques qui menacent leur santé. Nous vous emmènerons ensuite dans le Sahara mauritanien, où les touristes français sont de retour après 7 ans d'absence pour cause d'insécurité. Enfin, nous vous présenterons Aïssata, ingénieur dans l'agroalimentaire qui a lancé sa gamme de jus de fruits 100% naturels Made in Mali. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. 7 ans, presque jour pour jour après sa révolution, la Tunisie est de nouveau secouée par des troubles sociaux. Tous les jours depuis lundi, des centaines de manifestants descendent dans les rues pour dénoncer les mesures d'austérité entrées en vigueur au 1er janvier, notamment la hausse de la TVA et des contributions sociales. Malgré la chute de Ben Ali, etc., on n'a jamais tiré le bilan de ces économies, de ces politiques économiques, et on continue à reconduire les mêmes choix stratégiques, les mêmes économies, et à donner des profits aux mêmes, et à refuser de redistribuer au profit des mêmes, etc. Et à refuser de mettre en place des vraies réformes, des réformes de l'administration, des réformes de la fiscalité, des réformes du système de santé, des réformes, etc. Des dizaines de personnes ont été arrêtées partout dans le pays, des agents de police ont été blessés et plusieurs bâtiments publics ont été endommagés. Le Sénégal a observé 2 jours de deuil national après la fusillade qui a fait 14 morts et 6 blessés samedi dernier en Casamance. Les auteurs de la tuerie sont activement recherchés. La rébellion indépendantiste de cette région du sud du pays a demandé aux autorités d'orienter leurs enquêtes vers les trafiquants de bois de teck. Elle a aussi condamné cette attaque, prônant la poursuite du dialogue pour trouver une issue à un conflit vieux de 35 ans. Les inondations, éboulements de terre et effondrements de maisons ont fait au moins 48 morts à Kinshasa la semaine dernière. Les pluies ont désormais cessé, mais elles ont provoqué une montée des eaux usées qui favorise la propagation du choléra. Les semaines antérieures, on a enregistré autour de 20 cas en moyenne chaque semaine. Et à l'heure actuelle, nous sommes à plus de 100 cas chaque semaine. En Zambie également, la maladie gagne du terrain. Dans la capitale, près de 3000 personnes sont touchées et au moins 61 ont trouvé la mort. Le gouvernement a retardé la rentrée scolaire, interdit les rassemblements publics dans tout le pays et lancé une campagne de vaccination massive de la population. Le commandant Jean-Noël Abbaye, ancien pilier de l'appareil sécuritaire sous Laurent Gbagbo, a été condamné à 10 ans de prison ferme pour complot contre l'autorité de l'État. Il a pourtant nié les faits, assurant même avoir fait un contre-coup. En réalité, il dénonçait plutôt un complot qui était mis en place au Ghana par ses co-exilés qui voulaient faire ombrage. Une photo souvenir et ce bébé tortue gagne la mer. Il dénonçait plutôt. Habitants de Grand Popo, associations de protection de la nature et touristes se sont rassemblés pour aider des centaines de ces petits animaux à rejoindre leur habitat naturel lors d'une journée consacrée à cette espèce menacée de disparition. Tabone Goubané vient de retrouver un de ses cochons morts dans son jardin. C'est le 22e qu'il enterre en un mois. Pour cet habitant de Soweto, aucun doute. Ils ont été empoisonnés par les eaux toxiques et la poussière issue des déchets miniers qui cernent le township. Les jours de grand vent, la poussière envahit les maisons et les poumons. On nettoie la maison 4 ou 5 fois par jour. Parfois, on ne nettoie même pas. On dort là et on inhale cette poussière. Ça nous tue. Ces collines sont des vestiges de la ruée vers l'or qui a enrichi l'Afrique du Sud. Elles sont hautement contaminées par des métaux lourds comme l'uranium, l'arsenic et le plomb. Quand il pleut, ces déchets s'oxydent et l'eau devient toxique. Pendant l'apartheid, des milliers de Sud-Africains comme Rose ont été relogés dans des townships près des mines. Cette retraitée est obligée d'utiliser un appareil respiratoire pour survivre. Elle aussi blâme la poussière. Ici, on est près d'une mine. Il n'aurait pas fallu y mettre des gens. Tout le monde en veut au gouvernement, mais à qui peut-on parler? Si on va voir le gouvernement, il nous envoie voir quelqu'un d'autre. Personne ne veut être tenu responsable de ce bazar. Personne.
Les habitants accusent le gouvernement et les compagnies minières de ne pas assez agir contre la pollution. Toux, asthme et eczéma sont des maladies fréquentes dans ce quartier. Les enfants jouent dans des décharges et se baignent dans des étangs toxiques. Chez les enfants comme chez les adultes, on retrouve de forts niveaux de plomb dans le sang de ceux qui vivent à 500 mètres de la colline, alors que les taux sont réduits chez ceux qui vivent à 2 ou 3 km. Les chercheurs ont prouvé que le taux de maladies respiratoires et cardiaques est plus élevé dans cette zone. Mais le lien direct entre la poussière et les maladies reste à prouver scientifiquement. Dans le Sahara mauritanien, les dromadaires côtoient désormais les touristes français. Après 7 ans d'absence pour cause d'insécurité, les tours opérateurs français sont de retour dans l'Adrar, dans le nord-est du pays. Quand tu pressens les premières dunes au loin, légèrement arrondies, semi-formées, là c'est un instant magique quand même. Au milieu des années 2000, l'Adrar accueillait jusqu'à 14 000 visiteurs par an. Mais les attaques djihadistes ont eu raison du tourisme. Classée en zone rouge par la France en 2010, la région est repassée depuis peu en zone orange, ce qui encourage certains voyagistes à revenir. Depuis Noël, des vols directs relient à nouveau Paris à Attar, la capitale de la région. Chez ce prestataire de tour opérateur, on s'active pour accueillir les voyageurs. Sur le premier vol, par exemple, où il y avait 147 clients, nous avons réussi à faire tourner une quarantaine de voitures de 4x4. On a réussi à faire 20 guides, départ de 20 guides, 20 cuisiniers. Les équipes chamelières étaient au moins à une bonne quinzaine d'équipes chamelières réparties sur les points de départ. Une reprise timide mais importante pour l'Adrar. Avec l'arrêt du tourisme, l'économie de la région s'était effondrée. Chinguetti, classée au patrimoine mondial de l'humanité, ressemblait à une ville fantôme. Aujourd'hui, les ruelles ensablées de la vieille ville s'animent à nouveau. Nous sommes restés en léthargie pendant presque une décennie. Maintenant que le premier charter est arrivé, on voit que la ville commence à revivre et on voit les petites échoppes dans lesquelles on vend des objets traditionnels fleurir un peu partout. On voit les visages aussi sourire. Début janvier, plus de 1000 personnes étaient déjà inscrites à des voyages organisés. Cette jeune ingénieure en agrobusiness a réalisé son rêve, lancer une gamme de jus de fruits made in Mali, 100% naturel. Aïssata Diakité a étudié en France avant de rentrer à Bamako, où elle s'est réapproprié les méthodes naturelles découvertes pendant son enfance. L'une des particularités de la gamme, c'est vraiment ses ingrédients. Et la plupart sont sauvages, les baobabs, les kenkeliba, le zaban. C'est certaines matières premières où personne n'a le champ. On travaille avec des réseaux d'agriculteurs qui nous approvisionnent, qui ont souvent hérité des terres, des pères en fils, etc. Et auprès de qui on s'approvisionne. C'est des produits qui sont utilisés souvent dans la médecine traditionnelle africaine. Créée en 2016, l'entreprise emploie aujourd'hui 65 personnes et produit en moyenne 1000 bouteilles par jour, commercialisées au Mali. Et pour tenter de pénétrer de nouveaux marchés et de s'exporter à l'international, Zaban est en cours de certification bio. On vient de faire la dégustation par groupe, donc comme elle est indispensable dans la production. Donc certaines personnes pensent qu'il manque de gingembre, donc on va retoucher un peu. En décembre dernier, Zaban était officiellement lancé, quelques jours après la tenue du forum Invest in Mali. L'objectif du rendez-vous d'affaires, attirer de nouveaux investisseurs, notamment dans le domaine porteur de l'agriculture. Aïssata Diakité en était l'une des ambassadrices. Produisons ce que nous consommons. Et par cela, nous créons de l'emploi et par cela, nous créons de la richesse. Et nous pensons que le modèle de Aïssata Diakité est un modèle qui doit inspirer. C'est un modèle qui doit inspirer parce qu'une jeune dame de la diaspora qui quitte l'étranger pour venir s'investir dans son pays et réussir son challenge, nous pensons que c'est un modèle qui doit inspirer et nous le disons bravo. Lauréate de près d'une dizaine de prix dans le domaine de l'innovation, la fondatrice de Zaban travaille déjà sur son nouveau projet, l'extraction et l'exportation d'arômes naturels. Dans notre
notre prochaine édition, nous vous ouvrirons les portes d'une agence de mannequins en Côte d'Ivoire où le secteur de la mode est en pleine expansion. À la semaine prochaine.